Les Pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les Pourquoi de François. Aujourd'hui, à Les Pourquoi de François, on reçoit quelqu'un qui connaît la politique non seulement de près, mais d'assez près pour savoir ce qui se passe avant que ça arrive. Guillaume Lefebvre a commencé dans le monde politique comme attaché, là où tu apprends très vite à gérer des crises, décoder des messages, calmer des tempêtes et parfois en créer sans le vouloir. Après avoir passé des années dans les coulisses du pouvoir, à conseiller, à analyser, à naviguer entre les attentes du public et la réalité des décisions, il a ensuite exporté toute son expérience dans le merveilleux monde des relations gouvernementales. Aujourd'hui, il aide les organisations à comprendre comment fonctionne l'État et parfois même pourquoi il fonctionne comme ça. C'est un passionné des enjeux politiques, un gars qui a vu l'autre côté du rideau et qui est capable de l'expliquer avec humour, réalisme et beaucoup d'humanité. Mesdames et messieurs, voici mon ami et collègue Guillaume Lefebvre. Guillaume, bienvenue. Bonjour François. Les Pourquoi de François sont honorés de t'accueillir, mon cher Guillaume. Tu es un ami, tu es un collègue, on se connaît depuis un certain temps. Je suis excessivement honoré de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ma première question, Guillaume, pourquoi avoir accepté cette invitation? Alors, ceux qui vont nous écouter ne le savent pas, mais on a commencé à jaser, toi puis moi, avant même que l'entrevue commence. D'abord, je vais commencer par te remercier, parce que quand tu m'as parlé de ce projet-là, je me suis projeté dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et je me suis dit, pourquoi j'irais dans ce genre d'activité? Et la réponse, elle est assez simple, pour avoir travaillé justement dans les coulisses du pouvoir, et de savoir que les gens se posent toujours des questions de « Oh, voici ce qui se passe, la politique », il y a plein de préjugés autour de la classe politique ou autre. Puis, si on peut faire un peu d'éducation autour de ça, là, puis de permettre à tout le monde de comprendre comment ça fonctionne, ben, ça va me faire plaisir. Là. Puis, je le dis en toute modestie, là, je ne suis pas un expert ni quoi que ce soit, mais j'ai assez de vécu pour pouvoir partager certaines expériences. J'essaierai de garder certains anonymats autour de l'expérience. Là, parce qu'il y a des grosses cotes d'écoute. Il y a des grosses cotes d'écoute. Fait que faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire. T'as frappé le million hein, ce soir. Je sais pas. D'abord, d'entrée de jeu, je vais être solidaire avec toi, mon cher ami. Je vais déposer. On va avoir 2 crânes dégarnis. Fait que c'est super cool parce qu'on reluit. Fait que je vais être solidaire avec toi, mon cher Guillaume. On va briller grâce à notre crâne. Écoute, ce projet-là des podcasts, les Pourquoi de François, c'est d'avoir des gens avec moi qui sont passionnés, qui ont des expériences particulières. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre, qui aime découvrir. Puis ce foutu univers de la politique, tel qu'on le connaît, c'est quelque chose. C'est déjà complexe à comprendre, mais j'adore ça. J'adore cet univers-là. Mais pour connaître d'autres personnes qui ont aussi gravité un peu en dehors, en retrait, j'ai tellement trouvé l'idée intéressante d'avoir quelqu'un comme toi pour venir nous l'exprimer. Donc, c'est l'objectif de ce soir. Mais là, les gens ont peut-être perçu un accent, un léger accent. D'où tu viens, Guillaume? La Côte-Nord. Non, j'aime souvent le dire parce que j'ai eu l'occasion justement quand j'étais en politique d'aller un peu dans toutes les régions du Québec. C'était un privilège incroyable pour un jeune Français qui venait de débarquer au Québec. Dès la première année, j'ai été projeté un peu partout dans l'ensemble de la province. Puis pour moi, c'était un changement radical là, et j'ai pu déceler un accent qui pouvait éventuellement se rapprocher de l'accent français. C'était sur la Côte-Nord parce que ni au Saguenay, ni encore moins, je dirais, en Beauce ou d'autres régions là, puis où un certain parlait aussi montréalais, ne se rapprochait de mon accent d'origine. Donc c'est là où je me suis amusé à faire souvent la joke. Je la fais encore aujourd'hui, puis ça marche encore. Donc c'est une bonne chose. Mais oui, effectivement, je suis né et j'ai grandi en France, j'ai étudié en France.
Puis mes racines sont européennes. Ma famille est encore en Europe, mais j'ai décidé avec ma conjointe, mon épouse, de vivre cette aventure, de venir au Québec, parce que je trouvais qu'il y avait une culture qui était fascinante. Souvent, les gens me disent, je m'excuse. Souvent, les gens me disent, voyons, t'as quitté la culture française. Oui, je dis toujours, il y a une distinction à faire entre la culture, le patrimoine français, qui est extrêmement riche et autres. Puis il y a la culture québécoise qui, elle, est très ouverte, basée sur l'entrepreneuriat ou autre. Et puis c'est des choses que je trouvais vraiment intéressantes. Puis j'étais fasciné par les États-Unis quand j'étais gamin. Donc, le rêve américain. Le rêve américain. Ça fait combien d'années que tu es au Québec, en 20 Amérique? ans. Ça fait 20 ans. Ouais. Donc, tu as des enfants? Oui, 3 enfants. Sont nés ici. Au Québec? Oui. Ils ont leur passeport canadien. Ils ont pas. Est-ce qu'ils peuvent avoir, de par vos origines parentales, est-ce qu'ils ont aussi la double citoyenneté systématiquement? Ouais, s'ils le demandent à 18 ans, oui, ils peuvent la conserver. Okay. Mais d'office, oui, ils ont la double nationalité. C'est des choses qu'il faut que j'aille vérifier, là, mais il semblerait que l'État français soit en train de légiférer pour qu'on soit obligé de choisir une de nos nationalités. Donc, ça, c'est une chose que Tu aurais une décision à prendre? Ouais, j'aurais à prendre. Elle serait pas difficile. Ah non? Canadienne. Ah oui? Ah ouais, je le dis franchement. Okay. Je suis attaché à mon histoire, je suis attaché à ma culture, mais le pays d'adoption, c'est le Canada. Donc, ayant la citoyenneté canadienne, je dirais que si mon pays d'origine décide de me supprimer qui je suis aujourd'hui, ben, je vais faire mon choix. Ben, c'est merveilleux, c'est le fun d'entendre. Moi, je suis un fier Canadien, donc je suis content de côtoyer d'autres fiers Canadiens. On a un beau pays, puis je peux comprendre le pourquoi plusieurs Français rêvent des espaces de grandeur au Canada, au Québec particulièrement. Donc, on entend souvent ça. Donc, c'est pas totalement nouveau à entendre. Mon cher Guillaume, donc, si on fait un peu ton historique, parce que moi, je veux voir un peu le parcours derrière tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ce qu'on va éventuellement aborder, le côté politique? D'où ça vient cet intérêt-là, d'une part, et dans quel domaine tu as étudié en Europe, en France? Je vais peut-être pas te surprendre, mais on dit souvent, tu sais, que pour se connaître, il faut connaître d'où on vient, puis connaître ses origines et autres. Moi, j'ai baigné dans le milieu politique dès ma plus tendre enfance. Mon arrière-grand-père a été maire de la ville de Noisy-le-Sec à la Libération. Il a été dans la résistance et autres, donc c'est sûr que ça éveille un certain engagement. J'ai mon autre arrière-grand-père qui a servi dans les tranchées, et je dirais qu'il y avait aussi un sens de l'État qui était très fort dans la famille. Mon autre grand-père maternel a été maire adjoint de la municipalité où ma mère a grandi, et ma mère a été maire adjointe aussi. Donc très jeune, là, c'était quelque chose qui était... les discussions tournaient autour de la politique à table, même... Souvent, on se plaît à me rappeler, ma mère aime beaucoup me rappeler que quand j'étais à l'école primaire, j'avais imité François Mitterrand, qui était le président de la République, et que la professeure m'avait félicité pour mon excellente, j'ai envie de dire, caricature, parce que c'était une caricature du président de la République. Ils t'ont félicité pour l'audace, et non pas pour le résultat. Pour la voix, paraît-il, était assez proche de François Mitterrand, mais qui n'était pas quelqu'un pour lequel je partageais du tout les idées, là, mais c'était amusant tu sais, il y avait le Bébête Show, là, c'était un peu comme le Muppet Show, là, mais pour des personnages politiques en France, puis on suivait ça avec intérêt. Donc, ça a commencé avec ça. Je dirais un peu après, quand j'ai... Naturellement, à l'école, il y avait ce qu'on appelle les présidents de classe, ou les délégués de classe, nous. Oui. Puis, je me souviens que je me suis présenté la première fois, je n'ai même pas voté pour moi, donc j'avais 0 voix. T'avais compris la le principe. 0 voix. C'était... Puis, moi, c'était vraiment... Je pense que c'était quelque chose de naturel, d'aller aider les autres. Puis, donc, dans ma tête, à moi, ça me venait pas. Je vais aider, je vais donner ma voix aux autres. Et puis, après, j'ai très rapidement compris quand même que ça fonctionnait pas comme ça, qu'il fallait aller chercher les amis et autres. Donc, quand j'ai décidé de me représenter un peu plus tard, à l'école, au secondaire, donc au collège chez nous, là, j'ai eu de la chance. En fait, c'est que j'ai été porté aux voix. Donc, j'avais même pas donné ma candidature et mes camarades de classe ont voté naturellement pour moi. Donc, c'était comme ça vient avec c'est une fierté, c'est valorisant de dire, on me reçoit de cette façon-là, on me considère. Ton ego est très flatté,
Puis après, je te dirais, vient aussi le sens des responsabilités ou autre. Donc, j'avais plein de projets. Donc, c'était plus pour moi un véhicule de réaliser mes projets. Donc, oui, effectivement. Mais honnêtement, l'ego, il n'a pas duré très longtemps. Ça sert à rien, l'ego, c'est momentané. Donc, les responsabilités qui viennent sont plus importantes à la limite que le temps que tu as vécu avec ton ego. Puis l'année d'après, en fait, c'était mon meilleur ami et moi qui avions été élus. Puis l'année d'après, j'avoue que mon score avait un peu baissé. J'avais dû livrer, mais peut-être pas. Peut-être que les attentes étaient trop élevées par rapport à ce que j'ai livré. Mais c'était une belle expérience. C'était une belle expérience, puis je l'ai été à plusieurs reprises. C'était un contrat d'1 an qui était renouvelable. Exact. Il fallait que tu... dépendamment de la classe, parce qu'on changeait de classe tous les ans. Mais j'avais réussi à regagner la confiance. Arrivé au secondaire, ça a été la même chose. Donc pour nous, le lycée, j'ai été de nouveau président de classe à plusieurs reprises. Puis après, quand est venu le temps, puisque tu posais la question des études, quand est venu le temps justement de choisir, le commerce m'attirait, avocat pendant très longtemps. Mon père était avocat, ma sœur était avocate, donc c'était quelque chose qui, là aussi, était... si on faisait pas de la politique, on était avocat. Et je dirais que ça, c'était quelque chose qui m'attirait énormément. Donc le côté plaider pour les autres, venir en aide. Les professeurs me voyaient comme futur avocat potentiel. Je sais pas si c'était mes interventions ou mes envolées lyriques à l'école qui m'amenaient à ça, mais pour peu que tu argumentais un peu, là, c'était « lui, il va devenir avocat ». Et puis finalement, non, c'est vraiment de la politique qui, je pense que ça a été le fil directeur et le fil conducteur vers mes études. Puis là, quand en France, c'est pas organisé de la même façon, je sais pas si ça a changé depuis que j'ai quitté le pays, mais quand tu commençais l'université, il fallait nécessairement que tu fasses un corpus qui n'était pas celui de sciences politiques. Alors qu'au Québec, tu as la chance de pouvoir commencer première année, tu vas étudier en sciences politiques. Là, du coup, j'ai commencé par histoire, parce que pour moi, l'histoire était vraiment quelque chose aussi qui était très important. Très associé. Plutôt que de faire avocat, finalement. Et puis très naturellement, après, j'ai bifurqué vers les sciences politiques. Et après, on va probablement en discuter, là, mais ce qui m'a amené aussi vers le lobbying. Mais ton parcours à l'université, quel est-il exactement? Donc, moi, j'ai une maîtrise de sciences politiques. OK. Puis j'ai étudié en dernière année, il fallait que je choisisse une spécialisation. Là. Puis il y avait soit communication politique ou, et c'est ce que j'ai choisi, ce qu'on appelle lobbyiste. À l'époque, on appelait ça les affaires gouvernementales, les affaires européennes. Donc, j'ai un Master of Arts in European Public Policy de l'Université de Londres et Léonard de Vinci en France. Il y a un cours pour ça, pour devenir lobby. Exact. Lobbyiste. Exact. Est-ce que j'ai hésité, il y avait même l'école de guerre économique. Et en fait, c'était un autre vocabulaire pour désigner le lobbying. Tout est basé en fait sur ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, autrement dit, l'information. Qui détient l'information détient le pouvoir. Et dans les circonstances, je me suis tourné vers ça parce que ce qui me plaisait, c'est que j'étais toujours pris entre si je vais dans la voie sciences politiques, je vais me couper du monde économique. Puis pour moi, le monde économique était important parce que tout est interrelié. Puis je me voyais moins dans le communautaire, sincèrement, là, même si j'en avais fait, j'avais été dans les associations étudiantes au niveau caritatif et autres. J'avais fait une mission humanitaire en Roumanie. Donc, c'était quelque chose qui était important pour moi. J'aurais pas dédié ma vie nécessairement dans ce type d'organisation-là. Puis naturellement, j'ai trouvé, quand j'ai vu cet élément-là, je me suis dit, mais cette formation est vraiment à la jonction du politique, de l'économique. Donc, je pourrais faire un peu des allées et venues dans les deux mondes, ce que j'ai fait finalement. Puis, est-ce qu'ici, au Québec, au Canada, il y a cette possibilité-là aussi? Oui, l'Université Laval. Ah oui? L'Université Laval, je pense qu'il continue encore de le faire. Elle était jumelée, d'ailleurs, j'avais un de mes professeurs, Michel Clamen, qui m'avait enseigné donc, à Léonard de Vinci, qui était un de ceux qui avait monté justement ces formations-là. Et il avait, je pense qu'il y avait un programme d'échange entre les deux universités, dont l'Université Laval. D'ailleurs, j'ai un de mes amis, Jonathan Gagnon, je le nomme, je fais sa publicité, qui travaille pour TACT à Québec et qui a été aussi dans les cabinets. Et lui-même a fait une formation similaire à la mienne. Il a été, par contre, lui était à l'IEP de Bordeaux dans le cadre de son programme d'échange. D'accord. Fait que quand tu as complété tout ça, là tu as tous tes diplômes, puis... Est-ce que tu as eu l'occasion d'évoluer dans ce domaine-là en France ou tout de suite tu t'es dit on s'en va en Amérique? Pas tout de suite. J'ai eu la chance, en fait, quand j'ai commencé mes études et arrivé en licence de sciences politiques, donc le bac, là, j'ai eu l'occasion de faire un stage parce que j'étais impliqué dans le militantisme pour les jeunes libéraux. À l'époque, on appelait ça démocratie libérale là, en France. Et on avait un programme d'échange France-Québec. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Québec. J'ai fait mon stage avec Pauline Marois, qui était ministre de la Santé à l'époque.
Et on était peut-être une dizaine, peut-être un peu moins que ça, de jeunes Français qui venions pour faire des stages en cabinet politique. Et c'était vraiment passionnant parce que moi, j'ai été immergé à la fois dans la culture québécoise et dans la culture politique québécoise. J'ai eu le privilège de pouvoir la rencontrer à plusieurs reprises, même d'aller chez elle, parce qu'elle avait tenu à remercier ses militants. Donc pour moi, c'était quelque chose vraiment de... Enfin, le petit gars là, qui arrive de France, du haut de mes 22 et quelques années, là, avec pas beaucoup d'expérience. Là, puis je me souviens parce que le mandat que j'avais, c'était de suivre, je sais pas si ça t'éveille un souvenir, mais la commission Claire. Et donc, j'avais suivi les travaux de la commission Claire. C'était là que la commission Claire avait recommandé la mise en place des GMF et autres. Et donc, j'avais suivi, puis j'avais demandé, est-ce que je pourrais rencontrer la directrice de cabinet, Nicole Stafford, à l'époque, et puis d'aller un peu plus loin, quoi. J'étais un peu culotté, là, mais je m'étais dit, après tout, tu sais, ça me coûte rien d'essayer. Je suis pas sûr d'avoir une réponse positive, mais au moins, j'aurais essayé. Puis là, très ouverte, on m'a dit, oui, c'est bon, tu peux, prépare-toi, parce que quand on va te donner la possibilité de venir, là, faut que tu sois présent, là. Et je me souviens que j'avais attendu un certain temps et tout ça, puis finalement, j'avais pu rencontrer et Madame Marois et Nicole Stafford, et ils m'avaient posé la question, ce serait quoi tes recommandations? Honnêtement, là, 22 ans, là, les gouttes de sueur qui te coulent en te disant, mais je suis qui, moi, pour pouvoir donner mon avis? Mais c'est merveilleux. C'était extraordinaire. Quand je te dis la culture, ça a été une des étincelles. Le grand regret, c'est que on m'avait même proposé une job à l'époque. Puis j'avais dit non, il faut que je finisse mes études et autres. Et je l'avoue, là, je me sentais moins attiré par les idées souverainistes. OK, donc, quand tu dis on t'avait offert une job, c'était le Parti québécois. C'était le Parti québécois, exact. Donc, OK. Alors, ils ont essayé de me convaincre, mais moi, j'étais fédéraliste européen. Donc, tu sais, c'était vraiment... C'est quand même transférable, là. Fédéraliste à un autre. Oui, exact. Mais justement, pas souverainiste. Donc, j'étais pas nationaliste. En France, je me voyais pas être davantage nationaliste dans un pays que je connaissais pas encore. Donc, pour moi, c'était... je trouvais ça légitime, les revendications. Mais de là à dire que j'aurais été prêt à m'engager personnellement, il faut que j'adhère aux idées, là. Totalement. Mais les échanges, ça me passionne, ça. les échanges que tu as eus, ils ont cherché à te convaincre. Donc, à chercher à te convaincre, ça vient avec des arguments, avec des éléments clairs. Toi, tu avais des éléments clairs aussi. Fait que tu devais débattre toi aussi pour défendre tes idées. Ça devait être sur un fond diplomatique. Sur un fond diplomatique, parce que là, tu es stagiaire, tu représentes... C'est très prétentieux ce que je vais dire. Mais à quelque part, moi, je me sentais comme investi d'être le jeune stagiaire qui représente son pays aussi. Donc, je voulais pas qu'on donne une mauvaise image des Français. Honnêtement, on le savait, là, il y avait eu des expériences négatives les années antérieures. Donc, on avait vraiment un message très clair de vous vous tenez à carreau, là, puis vous marchez droit, là. Donc, on était tout le temps, tu sais, dans le... OK, mais là, si on fait une critique, ça peut être très mal perçu. Sur le plan diplomatique, j'ai pas fait le Quai d'Orsay, là, donc j'ai jamais été ministre des Affaires étrangères. Puis là, moi, je me retrouve stagiaire, justement, dans le plus gros ministère. Concrètement, c'était le plus gros ministère du gouvernement à l'époque, là. Et encore aujourd'hui. Je vais utiliser l'expression que tu as utilisée tantôt, il faut être culotté. Tu as été culotté de dire non, je refuse cette situation-là parce que je n'y crois pas ou je ne suis pas totalement confortable, mais tu aurais pu tout de suite, dès le départ, avoir la situation, puis écoute... J'aurais pu, et puis est-ce que mon destin aurait été autrement? Je ne le sais pas, là, mais je pense que j'aurais été précipité dans quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. Ouais. Puis moi, j'ai besoin d'observer avant de me lancer. Donc, de comprendre un peu les tenants et aboutissants avant de me dire, OK, là, je suis prêt. C'est une qualité. C'est une qualité. Je suppose que c'est une qualité, mais on va dire, on appelle ça de la prudence. Là, donc se faire une tête. Se faire une tête. Ouais. Mais là, on refuse. OK, alors là, on refuse, et là, il se passe quoi par la suite? Là, après cette rencontre-là... J'avais pas un contrat sur une table, là. C'est juste que quand j'ai fait ma démonstration de mes capacités, je pense que ils ont vu en moi l'enthousiasme de la politique. Et donc, ça a été naturel de dire, tiens, est-ce que toi, tu serais intéressé ou autre? Ça a été ça, là, quand je dis une job, là, est-ce que tu as été intéressé ou autre? Puis c'est là où j'ai dit, écoutez, je trouve que la cause est juste, je la respecte ou autre, mais ça vient pas me chercher. Et moi, personnellement, il faut que je sente que je
je me sente investi dans la cause pour laquelle il faudrait que je milite. Là. Parce que je faisais du militantisme aussi. Donc, je savais ce que c'était que de défendre tes idées. Là. Si tu ne crois pas à tes idées, fais pas cette job-là. Là. Ouais. Fait qu'ils ont ouvert la porte pour voir un peu la réaction de Guillaume. Exact. Puis ils ont vu la personne. Puis en même temps, je suis certain que ça a été vu positivement de leur côté. Oui, parce que j'ai été respectueux. Exactement. Puis t'as tes idées, t'as tes pensées, t'as ton idéologie. Donc, t'as dit, OK, parfait, ça me rejoint pas. Soit peut-être pas pour le moment, je vais me faire une tête. Fait que je pense que c'est jamais mal perçu de pouvoir prendre du recul, puis on va se donner du temps, peut-être, qui sait. Je te dirais, moi, c'est ça que j'aime dans la politique, c'est tant que tu es aussi longtemps que tu restes respectueux de tes adversaires, je pense qu'on peut bâtir un pays, on peut bâtir un futur. Là. Mais, J'ai hâte qu'on en parle de ça. J'ai hâte qu'on en parle. Fait que après ce revers, pas ce refus, mais cette bifurcation. Déclin. Ce déclin. On va parler à la française. J'ai décliné l'offre. Du coup. Alors, il se passe quoi après ça? Là, je retourne en France. OK. Je retourne en France. Je finis mes études. Puis là, effectivement, j'avais écrit à ma future femme. Je me souviens très bien, puis je pense qu'elle a conservé même la carte postale, parce qu'à l'époque, les emails, ça ne rentrait pas comme aujourd'hui. Là. Donc, c'était des cartes postales. Là. On attendait encore les 3 semaines. Puis là, j'avais écrit, il faut absolument que je t'emmène dans ce pays-là. Je pense qu'on va venir s'installer ici. Puis, 2000, j'ai fait mon stage en 2000 ou 2001, je me souviens. Ça, c'était ta future. Ma future, exact. C'est ma femme actuelle. Oui, mais tu n'étais pas en relation avec elle à ce moment-là. J'étais quand même en relation avec elle. Tu étais déjà en ouais, relation. On avait déjà... Parce que je te trouvais pas mal... Je veux te faire découvrir ce pays-là, puis on va vivre là, heureux. Mais je pensais que, OK, donc vous étiez déjà... OK, c'est bon. Non, mais des fois, il peut avoir une certaine... Ouais. Mais tiens, nous, les Français, on n'est pas pareil là-dessus. Ah oui? Je sais pas. Je suis pas au courant. Restons focus. Mais... Ça va très bien. Veux-tu une gorgée? Prends une gorgée. On va prendre une gorgée. Mais effectivement, je reviens au pays, mais c'est sûr et certain que j'avais ce goût-là. Puis on se sent bien ici. Tu sais, on se sent quand même dans le côté accueilli et autres. Ça, je trouvais ça... Puis je fais souvent le parallèle. Je retrouve beaucoup dans le Québec et les Québécois, les ch'tis. Puis moi, j'ai de la famille aussi du Nord. Puis les gens sont tellement accueillants là-bas. Donc, bref. Et je retourne, je finis mes études, je travaille. Pour répondre à ta question, je ne l'ai pas oublié. Mes nombreuses questions. Je retourne, je finis mes études. Oui, effectivement, j'avais un stage. À la fin de mes études, j'avais la possibilité de faire un stage en lobbying, déjà à l'époque. C'était pour la firme Hill & Knowlton, qui est une grande firme américaine, ou de travailler pour une grande entreprise française dans le bâtiment. Donc, construction génie civil type SNC Lavalin ou autre, mais en France, ça s'appelle Eiffage Construction. Et donc, j'ai choisi de faire mon stage plus en entreprise. Je l'avoue, c'était pour... la rémunération était plus intéressante parce que j'étais déjà installé avec ma femme et on n'avait pas beaucoup de moyens, donc il fallait subvenir à nos besoins. Donc, c'est arrivé, vous êtes revenu. Et là, est-ce qu'elle est dans quel domaine? Est-ce qu'elle était dans le même domaine que toi ou un tout autre milieu? Elle était dans le domaine vert. Elle travaillait pour le Crédit Agricole en France et elle travaille pour Desjardins. Bon, alors c'était un changement, c'était une transition qui était quand même facilitée pour les deux. Autant pour toi que pour elle. Donc, arrive Guillaume, notre Guillaume national arrive au Québec. Est-ce que tu étais ici avec déjà une promesse d'embauche ou tu es arrivé ici avec « j'ai rien, mais je fais confiance à la vie » ? Deuxième question. Deuxième hypothèse. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que, comme je te le disais à l'instant, là, je trouve qu'il faut toujours être prudent et autres dans la vie. Là. Puis quand je suis revenu de mon stage, j'ai quand même été tellement marqué que j'ai voulu continuer de m'impliquer. Et donc, on a pris avec un de mes amis qui était en stage, on a repris l'association donc, qui s'appelle le Comité d'action politique France-Québec. Lui en est devenu le président, je suis devenu le trésorier. Un des premiers objectifs qu'on s'est fixé, c'était de s'assurer que les Québécois qui allaient venir faire un stage en France, parce que donc, c'était vraiment un programme d'échange, allaient avoir les mêmes conditions que les Français qui venaient faire un stage au Québec. Et les premiers Québécois qui faisaient les premiers stages, l'initiative était venue du Bloc québécois à l'époque, donc 95. Et donc, il y avait vraiment une approche politique, là, c'est ce qui était naturel de créer ce comité-là.
Mais du côté des Français, là, le Québécois qui venait faire son stage, il se retrouvait dans une municipalité, il se retrouvait dans un conseil régional, mais il ne se retrouvait pas dans un cabinet ministériel. Et nous, on s'était dit, non, on va faire en sorte que le stagiaire québécois soit traité comme le stagiaire français. Et donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça a été de s'assurer qu'au niveau du financement, ils allaient avoir le même type de rémunération que ce qu'on avait, nous, au Québec. Donc on a été mission accomplie dès la première année. Là, c'était l'OFQJ qui gérait, qui est encore en place, là, l'Office France-Québec pour la jeunesse. Et donc ça s'est perpétué. Je pense que le CAPFQ va même fêter ses 30 ou 35 ans ou quelque chose comme ça. Là, on en parlait récemment justement avec un ancien du CAPFQ. Là. Beaucoup de personnes sont passées par le CAPFQ. Tant du côté du Québec en politique aujourd'hui que du côté français, des députés français et autres. Un des secrétaires d'État, moi c'était lui qui m'avait fait passer mon entrevue, Jean-Baptiste Lemoine. Tu iras le googler. OK. Il était secrétaire d'État sous Macron. Macron 1, je crois. Fait que tu as côtoyé quand même plusieurs. On va y arriver, on va parler plus de ça. Mais tu as côtoyé pas mal. Là c'est à combien de temps ou d'expérience de travail ou d'années d'arriver vraiment là, comme attaché politique? Est-ce que c'est ton premier poste officiel? Oui, parce que quand on s'est occupé du comité, ça a été pour moi une porte d'entrée avec le Québec, une façon de continuer d'avoir le lien avec le Québec. Ce qui fait que pendant 2 ans, donc on a repris le comité, peut-être 1 ou 2 ans après qu'on ait fait notre stage. Moi, j'étais trésorier en 2002, quelque chose comme ça. Et j'ai immigré en 2005. Donc, toute cette partie-là, on avait aussi des stages d'observation, des échanges et autres. Moi, j'ai accueilli des stagiaires québécois. Donc, quand j'accueillais les stagiaires québécois, il y en a certains qui sont devenus des amis, dont certains sont devenus même le parrain de mon fils. OK. Donc, ça a été vraiment... ça a été rapidement une façon pour moi de mettre déjà un pied, tout en étant en France, sur le continent. Est-ce que le parti au pouvoir à cette époque-là, c'était... Jean Charest venait de se faire élire. Donc, toi, tu étais là-bas, les libéraux étaient ici au pouvoir, avec cette relation-là que tu étais en train de bâtir, de développer. Tu avais certains accès, j'imagine, à certaines informations intra-gouvernementales. Il y avait des instances gouvernementales d'impliquer là-dedans. Donc, tu as été sensibilisé dès le départ aux libéraux, au Parti libéral. Dès mon stage avec Pauline Marois, je suis allé au congrès des libéraux de 2000. Je ne sais plus si c'est 2000 ou 2001, mais j'avais été fasciné par M. Charest, le tribun qu'il était et autres. Et comme je te le disais, les libéraux, le fédéralisme me rejoignaient davantage. C'était très la vision économique, beaucoup plus que la vision... je ne dis pas que la vision culturelle ne m'apporte pas, là, loin de là, mais c'était vraiment le discours économique qui venait me chercher chez M. Charest. Donc oui, effectivement, j'avais déjà un pied plus vers les libéraux que... Puis l'ADQ était un parti naissant. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qu'on rencontrait, puis j'avais pas été, j'ai envie de dire, attiré ou marqué par les rencontres qu'on avait fait avec les gens de l'ADQ. Donc c'était vraiment les libéraux, moi, qui m'avaient marqué. Et justement, après, quand on a eu le CAPFQ, j'ai commencé à connaître aussi des personnes qui se retrouvaient, en fait, une de ces personnes a été la personne qui m'a embauché, qui m'a donné ma chance au pays la première fois. J'ai commencé tout de suite en politique. Donc, tu avais déjà... C'était ça mon rêve. C'était de travailler en tant que conseiller politique. J'aurais pu le faire en France. J'ai quitté une fonction. Je travaillais pour la municipalité de Saint-Cyr-l'École. Donc, c'est vraiment... tu as Versailles et Saint-Cyr-l'École qui est le fond du jardin du château de Versailles. Et j'avais été directeur de cabinet jeune. Puis j'avais vraiment aimé ça. Donc, j'avais fait le choix déchirant quand tu demandais est-ce que je suis arrivé avec une job, de tout lâcher. Ma femme a tout lâché aussi, donc on est arrivé avec les 2 valises et puis sans rien, quoi, autrement dit, nos 2 valises et puis c'est tout. Donc Jean Charest, tu le connaissais déjà depuis un certain temps, d'avant. Pas personnellement, mais je l'avais vu. Mais tu connaissais le giron, le personnage. Là, après ça, tu as eu le jeu de la séduction avec le Parti québécois, où ils ont essayé de t'amener. Tu es retourné en France, tu es revenu. Là, ils sont au pouvoir. Donc là, tu as eu toutes ces expériences-là. Fait que tu as la connaissance du personnage Jean Charest. Comment ça se passe pour la suite? Parce que moi, je veux qu'on en arrive à ton arrivée
C'est intéressant parce que justement, les personnes que j'ai commencé à rencontrer qui ont été formidables en termes d'accueil et autres étaient toutes impliquées dans le parti libéral. OK? Donc ça, pour moi, c'est important de le dire. Là. Puis on s'est senti vraiment accueillis très, très rapidement. Et on a eu des opportunités. Ces amis-là, je peux peut-être pas les citer, donc je vais me garder une petite gêne là, mais ces amis-là m'ont invité à des événements qui m'ont permis de rencontrer justement des politiciens et autres. Et je me souviens très bien, on a immigré en juin, et en juillet, il y avait un événement qui avait lieu au Musée des Beaux-Arts de Québec, et Madame Marois était là. Et elle se souvient. OK. Je me souviens que j'étais allé me représenter à elle en disant, je sais pas si vous vous souvenez de moi. Et puis elle m'a dit, mais oui, me souviens de vous. Vous étiez mon stagiaire et autres. J'avais trouvé ça formidable parce que ça prouvait l'honnêteté puis j'ai envie de dire la sincérité de la femme politique qu'elle est. Donc ouais, ça a été marquant. Donc juin, juillet, l'université avec le processus d'immigration qu'on avait à l'époque, on était. Puis je pense que c'est encore vrai pour certaines. Je ne sais pas à quel point c'est encore la même chose, là, mais on était pris en charge par le ministère de l'Immigration du Québec. Et donc, il nous avait dit très rapidement, écoutez, vous avez fait des études universitaires, donc on va vous apprendre à chercher un emploi à la québécoise. Et il fallait qu'on attende d'avoir cette session-là à l'Université Laval en mois de septembre pour commencer vraiment à faire nos recherches d'emploi. Donc là, moi, j'avais attendu, j'avais essayé quelques tentatives, mais honnêtement, ça n'avait pas donné beaucoup de résultats. Et un mois après, on a trouvé notre premier emploi. Moi, j'ai été recruté. Écoute, j'avais 2 propositions, là, puis j'avais pas d'expérience au Québec. Il y avait l'Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec, la CRGTQ, qui a encore pignon sur rue, je pense, sur Grande Allée, qui me proposait un poste de conseiller en communication et le poste avec Marguerite Delisle, avec qui j'ai commencé en politique. Marguerite Delisle était déjà ministre déléguée à la protection de la jeunesse et à la réadaptation. OK. Donc, pour en arriver là, il y a tout un processus d'entrevue. Puis, exact. Là, c'est la compétition parce que là, faut que tu amènes ton CV puis ton expérience. Puis tu n'avais pas beaucoup d'expérience, mais tu avais. Cette expérience a été française. Donc, comment tu la valorises au Québec? Exact. Mais tu avais cet intérêt-là, puis cette motivation-là de dire hey, j'ai tout quitté là-bas, j'aurais pu avoir des possibilités pour. Donc, comment ça se passe, les tout débuts, là, le processus? Parce que d'avoir eu cette chance-là avec Marguerite Delisle et son équipe, c'est un gage de confiance. Là, tu mets-tu de la pression de dire là, c'était quoi le rôle, le titre de ton poste? Le titre, c'était attaché politique. OK. Donc, tu avais à l'époque un attaché politique, c'était un conseiller politique junior. Donc, c'est que tu n'avais pas beaucoup d'expérience. Souvent, en fait, je te dirais, la façon dont je présente les choses, c'est qu'un attaché politique, c'est quelqu'un qui va transmettre l'information au ministre. Mais de là à dire qu'il est en mode conseil, oui, ça peut arriver, dépendamment du bagage que la personne a et puis j'ai envie de dire, de l'expertise. Mais en général, tu es vraiment plus, voici ce que dit l'état de situation que le ministère t'a préparé. Et puis, si le ministre a des questions à te poser, tu es capable de lui répondre. Et puis, toi, ton rôle, c'est de transformer l'état de situation administratif en un mode de communication politique. Donc, tu as la donnée, je dis n'importe quoi, voici un plan d'action ministériel qui se découpe en 5 chapitres, qui va développer tel service communautaire, etc., etc. Comment tu fais en sorte que ce qui est un peu technocratique devienne quelque chose de politique, devienne un acte politique. Et donc, c'est là que toi, ton rôle devient de plus en plus important parce que c'est là que tu vas donner des conseils en termes de communication. Souvent, tu vas peut-être mentionner, voici dans notre plateforme électorale, voici ce qu'on avait pris comme engagement. Donc, on va le rattacher à cette partie-là de notre plateforme électorale. Et au niveau des communications, tu vas t'assurer de retrouver les messages clés que tu avais en campagne électorale, par exemple. Et vous êtes une équipe de combien d'attachés politiques autour d'un ministre, d'un ministère? Peut-être une différence selon la grosseur du ministère? Là? Définitivement. Ministre délégué, donc c'est vraiment le ministre de la Santé qui est le ministre en titre, donc qui a le pouvoir décisionnel quand même. Là, il y avait une très belle collaboration entre Philippe Couillard et Madame Delisle. Donc, Madame Delisle, honnêtement, tenait informé M. Couillard de ses dossiers et autres, mais c'est elle qui avait participé et contribué à la première révision de la loi sur la protection de la jeunesse, donc qui était vraiment le gros mandat sur lequel elle avait travaillé. Je me souviens, on avait lancé le plan d'action interministériel en toxicomanie. Donc là, c'était d'avoir une coordination de tous les services de l'État
pour mieux traiter la toxicomanie et les problèmes de dépendance et l'itinérance, parce que tout était interrelié. Donc, c'est plusieurs équipes qui travaillent ensemble. Et pour Madame Delisle, là, c'était vraiment beaucoup plus limité. On était peut-être 7-8, honnêtement, en tout, là. J'inclus même le personnel de comté, parce que tu as le bureau du ministre et il y a l'équipe du comté, donc qui est l'équipe du député. Ça, c'est la garde rapprochée, là. Exact. Ça, c'est vous êtes... Ça, c'est 24 heures sur 24. 24 sur 24, là. Est-ce que chacun a son rôle? Un est plus au faire la revue de presse, un autre est plus pour le côté, je sais pas, la relation avec les médias, c'est exactement ça. Tout ça? Ouais. Okay. Tu as ce qu'on appelle l'attaché de presse. Donc lui qui est la personne qui va, j'ai envie de dire, superviser les communications, souvent avec le regard du directeur de cabinet si jamais la personne est junior au niveau de son rôle d'attaché de presse. Mais c'est elle qui va préparer les lignes, les messages politiques, en collaboration avec les conseillers politiques ou attachés politiques, pour la période de questions, pour une entrevue avec les médias, pour toutes sortes de raisons au niveau des communications qui vont se faire auprès du caucus. Donc tout ça, ça se fait au niveau de l'attaché de presse. Et comme je te disais, des fois, tu as des attachés de presse qui étaient vraiment indépendants, donc qui n'avaient pas besoin nécessairement de consulter les conseillers politiques une fois qu'ils maîtrisaient les dossiers. Et donc, qui partaient directement avec la ministre et élaboraient les ministres. Et mais faisaient les entrevues. Le junior que tu étais donc, au début... Le junior, lui, supervise les dossiers. OK. Tu n'avais pas nécessairement l'aspect conseil, mais... C'est sûr que la question pouvait être posée, tu sais, je sais pas, admettons, il faut qu'on demande tant d'investissements. Qu'est-ce que tu en penses ou autre? Oui, effectivement, le ministère nous recommande 2. Puis par rapport à notre priorisation de programmes politiques, ça coïncide. Donc oui, effectivement, il faut qu'on aille s'assurer de la part du Conseil du Trésor qu'on aura les fonds nécessaires. Toi, ton rôle, c'était d'aller chercher les informations utiles en connaissant l'agenda de la journée. Là. Exact. OK, il est sorti tel événement, telle nouvelle. Là, il faut, excusez le terme, il faut feeder, il faut amener de la matière pour être en mesure de bâtir des réponses, puis tout avec les lignes du parti aussi. Là, parce que là tu es avec ton ministère, mais il y a des directives de parti. Alors, c'est toute cette complexité-là. C'est exactement ça, tout à fait. Je vois que t'as été briefé par quelqu'un. Non, pas briefé. Mais oui, c'est comme ça, effectivement. J'aime beaucoup la chose politique, Guillaume. Sincèrement, j'aime beaucoup ça. J'aime dire que j'appartiens à aucun parti politique, et c'est vrai. Mais j'adore... C'est frustrant par moments, la politique, là. C'est même souvent, mais c'est le fun. C'est intéressant de voir que les gens s'impliquent en politique. Fait que moi, j'ai énormément de respect pour ça. Mais de côtoyer ces politiciens-là qui, 24 heures sur 24, sont sur le spotlight... toi, tu es là, ta journée devait commencer très tôt et finir très tard, si elle finissait. Moi, c'est... La journée type, là, puis je te dirais, c'est vrai pour à peu près tous les ministres, parce qu'il n'y a pas j'allais dire, il n'y a pas un ministre plus important qu'un autre, mais ce serait faux de dire ça. Je suis désolé, mais quand tu as le portefeuille de la santé, qui est 50% du budget de l'État, c'est pas le même rôle qu'un ministre... du tourisme. Les affaires municipales. Ouais, les affaires municipales, sur le plan politique, c'est important. Okay. Exact. Oui, mais tu vois, c'est exact. Mais tu vois déjà le réflexe de dire attention, parce que quand tu baignes dans le milieu, là, si tu as les municipalités avec toi, c'est important. C'est vrai. Tu sais, parce que souvent, même si on dit que les maires n'ont pas à se prononcer dans les campagnes électorales ou autres, là, on l'a vu avec le 3e lien. Là. Le maire est jamais très loin de faire sa demande sur un 3e lien ou pas, du côté de Lévis ou du côté de Québec. Donc c'est sûr et certain que si tu as l'appui de la population, puis qu'en plus, j'ai envie de dire, que tu t'entends bien avec le gouvernement en place, ça aide à la fois pour les élus et le gouvernement en place. Mais la journée typique, honnêtement, c'est vrai qu'elle commençait à 5h30, 6h du matin. Tu commences par ta revue de presse. À l'époque, sur place, pas chez vous en télétravail. Là. Ben non. Aujourd'hui, je suis convaincu que ça a changé quand même parce que, honnêtement, je ne verrais pas la nécessité d'être en présentiel pour faire ta revue de presse, sachant que tu l'as sur ton ordinateur, ton iPad. Il n'y avait pas de iPad, non? Moi, j'étais un des premiers à avoir, quand j'étais un des premiers, on était nombreux, là, mais à avoir un BlackBerry à l'époque. Mm-hmm. Donc, j'étais chanceux, là, mais tu ne pouvais pas préparer une revue de presse sur un BlackBerry. Là, tu ne pouvais rien lire. Donc, tu commences par ta revue de presse.
là, tu dois prioriser les dossiers qui pourraient arriver en chambre. Parce que la ministre va aller en chambre répondre à la période de questions. Donc, si tu as une catastrophe qui est sortie dans la revue de presse le jour même, ben là, il faut que tu prépares des messages en fonction de l'état de situation que le ministère va t'avoir fourni ou pas. Parce que la période de questions et le test, il se fait en caucus, non pas à 10h du matin, mais à 8h30 du matin. Parce que là, tu as le whip qui va commencer à poser les questions, ou le leader parlementaire, c'est plus le leader parlementaire, qui va poser la question, qu'est-ce que tu vas répondre à cette question-là? Donc, si ton ministre, il n'a pas été préparé, c'est toi qui prends le soufflet, là. Parce que tu as mal fait ta job. Et peu importe que le ministre performe ou pas dans ses réponses, là, c'est toi qui est souvent un peu tenu pour responsable. Et dans les c'est sa tête qui est sur le poteau, par exemple. Dans les scrums, là, quand on voit là, les ministres qui se font accoster là, par les journalistes avec 15 micros, il y a toujours une personne à côté du ministre. C'est l'attaché de presse. Ça, c'est l'attaché de presse. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement le rôle que tu pouvais avoir ou que tu as eu à un moment donné. Ça arrive dans des rares occasions. Ça m'est déjà arrivé de devoir remplacer l'attaché de presse quand tu es déplace en région ou autre, ben, honnêtement, là, c'est pas nécessairement tout le staff politique qui se déplace. Là. Donc, c'est souvent le conseiller politique qui est responsable du dossier. Puis, mais ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois maximum. Là. Et là, tu arrives à 5 heures le matin là, au Parlement, dans vos bureaux. Tout le monde est là, frais et dispo. Vous êtes couché très tard la veille. Exact. Conciliation, là, je vais juste faire une petite parenthèse. Conciliation, travail, vie de famille, avec ces horaires-là, c'est pas évident. Les congrès, la fin de semaine, parce que vous accompagnez dans les déplacements les ministres. Définitivement. Je t'avoue, là, je sais, ça va faire cliché là, pour ceux qui écoutent, mais moi, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai quitté la politique la première fois. Parce que, ben, comme je le disais, là, la famille est en Europe. Je sais j'avais des collègues qui étaient dans la même situation que moi. C'est pas parce que tu vis au Québec que pour autant les grands-parents sont proches ou autres. On a tous des situations familiales différentes. Tu peux avoir grandi en Abitibi et puis tu te retrouves à Montréal ou à Québec. Là, c'est pas vrai que ta famille va venir garder les enfants ou autre. Donc moi, j'avais ma conjointe, ma femme était toute seule à la maison en plus du travail, là, de son propre travail. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai dit, je peux plus. Puis je raconte souvent, maintenant j'ai plus les yeux dans l'eau, mais je raconte toujours le moment où j'ai annoncé que je quittais, c'était avec Yves Bolduc. Et ma plus grande, qui avait 3 ans à l'époque, m'avait regardé, puis j'étais tout le temps sur mon BlackBerry. Exceptionnellement, ma conjointe ne pouvait pas rentrer du travail, donc j'étais allé en catastrophe avec l'éducatrice qui m'attendait avec un bat de baseball parce que j'avais 30 minutes de retard et autres. Là. Puis, écoute, honnêtement, je voyais pas les enfants, là, puis ma fille m'avait regardé, puis elle m'a dit « Papa, quand est-ce que tu arrêtes de travailler? » Puis ça, là, je m'étais dit, une enfant de 3 ans qui te dit ça, là, c'est qu'il y a un petit message. Et là, 3 mois après, j'ai démissionné. Après combien d'années? Là, tu étais après 5 ans. Donc, tu avais commencé... 5 ans, puis j'ai commencé avec Margaret Delisle. Ouais. J'ai eu la chance de rejoindre M. Couillard. Okay. Ensuite, je suis resté avec M. Couillard, qui était ministre de la Santé. À la Santé. Je me suis occupé des dossiers du CHUM, CUSUM et autres, donc qui étaient quand même des dossiers assez intenses sur le plan politique et personnel, des SQ et autres, dossiers santé électronique du Québec. Ensuite, M. Couillard a quitté la politique. Là, j'ai rejoint M. Bolduc, qui a accepté que je sois son directeur de cabinet adjoint. Et ensuite, je suis resté jusqu'en 2010. J'ai travaillé aussi pour une autre ministre entre-temps. Et puis, mais ces transitions-là se font comment? Est-ce que prépare pas. Mais est-ce que tu dois repostuler pour un nouveau poste ou carrément on vient te chercher parce que tu as accompli telle chose, puis ils voient, OK, this is the guy. C'est un mix de tout ça. C'est pas un processus de recrutement, tu sais. Tout à l'heure, tu disais, plusieurs compétitions ou autres. Oui, tu l'as, cette compétition-là, mais elle n'est pas la même que quelqu'un qui va postuler pour un emploi traditionnel, j'ai envie de dire, où tu fais ton processus de recrutement, tu rencontres les RH ou autre. Il n'y a pas de RH, là. Le seul RH que tu vas rencontrer, là, c'est ton directeur de cabinet. Puis ça match ou ça match pas, là. Puis après ça, tu vas rencontrer le ministre. Puis ça match ou ça match pas. Ça peut matcher avec le directeur de cabinet. Si ça match pas avec le ministre, tu as un problème. Donc c'est vraiment une question de personne. Plus encore qu'autre chose, j'ai envie de dire Je dis pas que les compétences soient pas là. Écoute, on est tous... Il y avait une étude qui avait été faite par l'Université Laval où j'étais au cabinet à ce moment-là. Je sais pas si ça a été rendu public à un moment donné, mais ils avaient évalué le niveau d'études des conseillers politiques. Puis, crois-moi, là, c'était en moyenne, là, on avait tous un bac ou une maîtrise.
Il y a certains avaient un doctorat ou autre, mais puis c'était vrai des deux côtés de la clôture, j'ai envie de dire, du côté gouvernemental ou du côté de l'opposition à l'époque. Là. Mais pour venir te chercher, est-ce que tu considères que c'est plus le fait de la relation que tu avais avec celui qui venait te chercher, la qualité de la relation, la confiance et tout, ou surtout ce que tu as réussi à accomplir avec les autres auparavant? Quand je suis resté avec Dr Bolduc, c'était vraiment ce que j'avais réussi à accomplir. D'accord. J'avais la confiance du cabinet du Premier ministre. Ça, c'est important aussi parce que c'est quand même lui qui s'assure aussi des nominations et autres. Donc, c'est grâce aussi au fait que j'avais rencontré toutes ces personnes. Les personnes m'avaient vu graviter avec les ministres. Je sais que j'avais eu des bonnes recommandations de M. Couillard. J'avais des bonnes recommandations de Mme Delisle. Donc, honnêtement, j'avais toujours fait la job. Là. Évidemment, ça t'arrive qu'on fait tous des erreurs. Là, donc, je ne pourrais pas dire que j'avais un parcours sans faute, là, mais j'avais jamais eu à gérer une catastrophe dans le sens où j'étais moi-même responsable de mal avoir briefé le ministre ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. Là. Donc, puis quand il y a eu ce changement de garde-là, moi, j'ai eu de la chance parce que M. Couillard nous l'avait annoncé à quelques-uns et ensuite, il l'a annoncé officiellement. Ça s'est fait je pense le dimanche, il a annoncé qu'il quittait, puis le lundi, il faisait une conférence de presse à peu près, je ne me souviens pas du jour exact, mais ça avait été comme ça. Là. Donc, j'avoue que moi, ça avait été un coup, là, parce que pour moi, c'est quelqu'un que je respecte encore beaucoup. Là. Et quand tu occupes ces fonctions-là, toi, ton employeur, c'est le ministre. Ouais. Tu es payé par le parti? Non. Parce que tu es payé... Très bonne question. Non, c'est l'État. Ça fait partie de l'exercice de l'État. Tu as une démocratie, donc c'est la seule personne qui pouvait éventuellement être payée, qui peuvent être payées par le parti, c'est du personnel qui appartient au parti. Et c'est pas du personnel qui travaille dans les cabinets. Donc, les bureaux de comté? Même pas. Les bureaux de comté sont payés par l'Assemblée nationale. Donc, il y a des enveloppes pour chacun des députés. Exact. Donc, mais en fait, mon point, la relation que je veux faire, c'est avec le fait... C'est pas de tendre un piège. Non, pas du tout. Le piège, ça va être plus tard. La question... La question... Non, pas encore. Mais je peux te le régler tout de suite. Là. Non, continue. Nabucodonosor, roi de Babylone. OK, ça a réussi. Ça t'impresse? Je t'ai aidé. Hein? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Pas du tout. Non? Une parenthèse, c'est l'émission Rock et Belles Oreilles à l'époque. Puis il y avait une parodie à un moment donné. Puis il fallait qu'il devine des mots. Tu connais Rock et Belles Oreilles? Oui. Bon, RBO. Et puis, sinon, j'aurais pas eu la spécialité. Hein? Il y avait un jeu dont j'oublie le nom. Je me rappelle pas c'est quoi ce nom-là, mais il fallait qu'il mime des noms, des mots. Puis donc, l'animateur présentait un nom. Et puis, il y avait deux personnes ou une personne qui devait deviner ce que la personne mimait. Mais là, sur la carte, c'était Nabucodonosor, roi de Babylone. Puis, en tout cas, mais la parodie, c'est qu'auparavant, il avait raté des mots, mais absolument minables, là, comme lunettes, par exemple. C'était facile, puis il n'était pas capable. Puis premier mot, deuxième doigt. Puis c'était des niaiseries. Puis à un moment donné, il y a Nabucodonosor, roi de Babylone. Puis en tout cas, bref. Fait que c'était ça. Fait que j'ai réussi mon challenge. Yes. Je suis vraiment content. Monsieur Asselin. Monsieur Asselin, exactement. Mais mon point était le fait de... Tu sais, toi, tu travailles pour le parti, pour le ministre. Donc, tu es tributaire des élections. Donc, quand il arrive un changement de gouvernement, tu perds ta job. Oui. C'est ce qui me faisait dire que tu étais payé par le parti. Mais c'est deux choses différentes, justement. Okay. Parce que quand tu es pour un ministre, c'est que tu es considéré comme la fonction politique d'un fonctionnaire. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, là, si tu veux, mais le fonctionnaire, il a sa permanence la plupart du temps. Mais le conseiller politique, là, il y a quelques fonctionnaires qui vont occuper la fonction de politique, qui vont retourner à la fonction publique parce que leur job est garanti. Mais moi, dans mon cas, là, j'avais plus de job si je... Le parti, ben là, c'est pas arrivé. On parle, ben là, t'es parti après 5 ans. Exact. Mais si le parti, aux élections, je me rappelle pas qu'est-ce qui est arrivé aux élections suivantes, mais supposons que le parti aurait perdu et que là, c'était, exemple, le PQ qui était au pouvoir. Toi, tu étais attaché à un libéral. Est-ce que tu es vraiment... Tu as l'étiquette libérale à ce moment-là ou tu aurais très bien pu aller te faire recruter par l'autre parti alors que tu as gravité pendant X nombre d'années dans l'autre camp? Ça, c'est la question qu'on me pose souvent quand tu n'as pas été dans ce milieu-là ou que tu n'as
pas vraiment de connaissance du politique ou que tu ne t'intéresses pas spécifiquement à la politique, la réponse, elle est assez simple. C'est oui, tu es étiqueté, forcément. Puisque tu as travaillé, puis tu as été T'es teinté, c'est ça. Tu sais, je veux dire, s'il y a des positions, je vais prendre un sujet qui peut être controversé, mais si tu n'es pas en accord avec la loi 21, admettons, sur visage découvert et autres, puis tu as milité pour un parti qui, lui, était favorable à la liberté de culte et autres dans l'espace public ou l'espace de l'État. Je veux dire, c'est que tu as un petit problème de conscience ou que tu n'en as pas, mais moi, je sais que personnellement, je le dis, là, je suis encore étiqueté libéral et je suis très à l'aise d'être avec cette étiquette-là. Maintenant, je peux te le confirmer, là, c'est quelque chose de notoriété publique, mais la réponse, elle est plus complexe depuis l'élection de la CAQ. Depuis l'élection de la coalition Avenir Québec, en 2018, on a vu plein de personnes qui étaient du côté du Parti québécois partir vers la coalition pour toutes sortes de bonnes raisons. Bernard Drinville est un très bon exemple. Pour des décisions qui lui reviennent, là, de dire, bah, écoutez, moi, je pense que le projet de souveraineté, c'était une des raisons qu'il avait évoquées, doit être mis sur pause. Nos priorités sont ailleurs. C'est respectable. Donc, c'est exactement la même chose pour le personnel politique. Et des libéraux qui, eux aussi, ont décidé j'ai envie de dire, de sauter la clôture. Des pour aller du côté. Exact. Puis on le disait, hein, il y avait beaucoup de points communs. Moi, je me souviens, quand on en parlait à l'interne ou autre, souvent, on avait des positions communes sur le plan économique. Ce qui nous distinguait de la coalition, c'était vraiment les questions religieuses. Non, tu peux pas être totalement en accord avec 100% des lignes d'un parti. Complètement. Donc, c'est pour cette raison-là que je posais la question. Parce que des fois, il y a quelques aspects, oui, OK, là, je suis vraiment plus à ce niveau-là, mais d'un autre côté, je serais très à l'aise aussi de militer pour telle situation, pour telle idéologie. Donc, mais en même temps, libéral vers la CAQ, c'était peut-être moins drastique que libéral vers le PQ. Le PQ. L'écart était peut-être moins. Là, Raymond Bachand est un de ceux qui a fait le passage inverse. Parce qu'à la limite, les libéraux, je pense que les gens oublient, mais René Lévesque a appartenu au gouvernement Lesage. Donc c'était un libéral à la base. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, là. Et de ce point de vue-là, c'est juste que l'idéal du pays est devenu quelque chose qui, pour lui, était plus important encore ou parce que l'état moderne dans lequel le Québec était entré était suffisant. Mais je te dirais, moi, de ce point de vue-là, c'est sûr et certain que si Raymond Bachand, lui, je pense que c'était parce que, justement, son rêve de pays était plus là, dans le sens où il préférait bâtir un Québec fédéral qu'un Québec souverain, là. Si on revient après 5 ans où là, tu as démissionné, de te quitter, ça prenait quand même du courage. Tu avais une belle situation. T'avais, la situation familiale n'était peut-être pas nécessairement facile à gérer avec l'horaire atypique, très atypique. Mais là, tu t'en vas où après ça? Là? Je vais te raconter une anecdote parce que souvent, ça fait cliché. On dit « Ah ouais, c'est fou, vous travaillez 24 sur 24. » Et puis c'est vrai, honnêtement... tu as des messages qui peuvent rentrer sur ton cellulaire ou autre, mais il y a plein de jobs comme ça où ça peut arriver, là. Mais moi, j'ai 2 anecdotes. Il y en a une, c'était une fois où on était justement en campagne électorale et là, c'était encore pire. Déjà, en temps normal, c'est difficile, mais là, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Là. Tu travailles 100 heures par semaine, tu comptes plus tes jours, tes heures, tu sais plus si t'es mercredi, dimanche ou autre. Et là, comme moi, j'avais quand même des jeunes enfants, j'avais bénéficié d'un congé un dimanche où j'étais rentré à la maison et on avait pu aller marcher. C'était encore en hiver, c'était la campagne de 2007, donc on l'avait déclenché, je ne sais plus, c'était mars, autour de mars 2007. Et malencontreusement, j'ai perdu mon BlackBerry dans la neige. Je m'en suis pas rendu compte, j'avais dû prendre mon enfant ou je sais plus quoi. Bref, mon BlackBerry est tombé dans la neige. Mais là, je rentre chez nous, là, le téléphone sonne. Qu'est-ce que tu fais? On essaie de te joindre depuis 2 heures. Il faut absolument que tu retournes au bureau. On t'attend. Non. Demain, on fait une annonce. Il faut que tu sois là. On prépare l'annonce. J'ai retrouvé 6 mois après, j'ai une personne du voisinage qui a retrouvé mon cellulaire et puis qui m'a contacté en disant je pense qu'on a un truc. Exact. Pendant la fonte des neiges. Ça, c'est le premier exemple. Aïe. Le deuxième exemple,
on venait de faire une annonce avec Dr Bolduc, et c'était dans le coin de Richelieu ou Sorel-Tracy. Et malheureusement, c'était au moment du tremblement de terre d'Haïti, 2010. Mhm. Et M. Bolduc était celui qui était le plus proche d'accueillir les premiers réfugiés du tremblement de terre, les premiers Québécois qui avaient pu rentrer au pays. Et donc, le cabinet du Premier ministre avait dit « il faut que tu sois à l'aéroport ». Et il m'avait pitché au milieu de nulle part, j'ai envie de dire. No offense pour les gens de Sorel-Tracy, mais je me suis fait véhiculer par la Sûreté du Québec jusqu'à une voiture de location. Puis je suis rentré chez nous comme ça le lendemain. Pas le lendemain, là, mais le soir, je ne sais plus à quelle heure, 2h ou 3h du matin. Et Ça, c'est mes petites anecdotes personnelles que j'aime bien raconter pour dire... C'est rare que, je sais pas si toi dans ta carrière professionnelle ça t'est arrivé ce genre de choses, mais puis j'en ai d'autres comme ça. Là, on pourrait faire un épisode. J'aurais le côté voyagement, déplacement, je pourrais en parler. J'ai plein. Ah, c'est une bonne idée ça, d'un sujet d'épisode. On va se faire de quoi? Parce que oui, effectivement, puis ça serait très rigolo. Il y aurait beaucoup de choses. Mais tout ça, là, ce que tu me racontes là, je veux juste faire une petite parenthèse. C'est un salaire quand même pas trop élevé, j'imagine? Ou parce que, tu sais, on fait le parallèle, le nombre d'heures travaillées versus ce que tu gagnes, le taux horaire. Le taux horaire devait être... Ouais, je ne ferais pas un parallèle en ce moment avec les médecins parce que je pense que ce serait manquer de jugement. Mais franchement, des fois, je pense que le taux horaire, on est peut-être à 6 $ de l'heure. Quand tu regardes le nombre d'heures que tu fais par rapport au salaire que tu as, non? Avec zéro sécurité, parce que, disons-le, tu peux perdre ta job du jour au lendemain. Exact. Fait que, on revient à... C'est vraiment, tu le fais pour la cause, j'ai envie de dire. Ouais, moi, je te le disais tout à l'heure, là, j'ai grandi dans un... Je dis pas ça de façon prétentieuse, mais pour moi, le sens de l'intérêt général, servir ton prochain, c'était quelque chose qui résonnait très fort en moi. Donc, franchement, là, puis à chaque fois, je me souviens, parce que moi, mes dossiers, particulièrement quand j'étais directeur de cabinet adjoint, m'amenaient à parler avec les différents secteur pharmaceutique et d'autres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les gens me disaient avec le salaire que tu fais et tout, moi, je ne me rendais même pas compte. Parce que pour moi, c'était non, c'est la job, j'ai une mission à accomplir. Faut que je protège mon ministre, parce que c'est ça aussi un peu on fait souvent le parallèle, c'est que tu as des gardes du corps autour du ministre. Si on a pour protéger l'intégrité physique du ministre, et nous, on était là pour protéger son intégrité morale. Donc, c'est bien dit. Ouais. Fait que là, je vois le temps qui passe, puis écoute, c'est super intéressant. J'ai quasiment l'impression qu'il va falloir faire deux, trois épisodes. Mais... On verra en fonction du nombre de... Oui, tout à fait. Mais écoute, fait que là, ton 5 ans, tu démissionnes. Là, tu es allé faire quoi vite, là, après ça? Là, j'ai rejoint l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES. L'INES. OK. Donc là, tu restais encore très près de la chose gouvernementale. Définitivement. Encore avec l'idée, parce que j'avais été un petit peu impliqué, c'était pas moi le conseiller politique qui m'occupait vraiment du dossier spécifique de la loi qui a mis en œuvre et qui a créé l'INES. Mais j'avais suivi le rapport Castonguay, En avoir pour notre argent, et puis ça faisait partie du rapport Castonguay de mettre en place l'équivalent du NICE en Angleterre. Puis moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme mandat. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir Dr Iglesias, qui était le premier président de l'INES. À l'époque, il était président de l'ENMIS. J'avais fait savoir que j'allais quitter le cabinet. Et il m'avait dit, écoute, si ça t'intéresse, Guillaume, il y aura toujours un poste pour toi. On connaît ton expérience et puis ton professionnalisme, donc ça nous fera plaisir d'eux. Donc là, j'ai fait mes processus et tout ça, j'ai appliqué. Et là, j'ai été recruté effectivement au sein de l'INES. Donc j'ai eu la chance de... L'INES a vu le jour officiellement le 11 janvier 2011 et j'ai commencé le 10 janvier 2011. Tu as fait combien d'années? J'ai quitté en 2014. Okay. Je suis retourné en politique en 2014. OK. Donc, pour faire une histoire courte, là, l'INES, pour ceux qui sont moins familiers un peu, ça fait quoi exactement l'INES? L'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, ça, entre autres, ça publie des guides et des recommandations en matière d'organisation des soins, en matière de pratiques cliniques. Exemple, il y avait un rapport qui avait été fait, alors à l'époque c'était l'EDMIS, mais c'était le même genre de rapport que l'INES pouvait faire sur les chambres hyperbares pour traiter, je pense que c'était pour traiter certaines maladies, notamment tout ce qui était au niveau
par rupture d'anévrisme, mais je ne veux pas dire de bêtises là-dessus. Là, donc, mais pour certains traitements, donc là, c'était de donner des recommandations. Il y avait eu à l'époque la méthode Zamboni, c'est pour traiter la sclérose en plaques. Ça, c'était un mandat qui avait été confié aussi, à l'époque, c'était l'ETMIS, encore une fois, mais l'INES recevait ce genre de mandat. Nous, on avait aussi le guide d'usage optimal du médicament, l'utilisation de l'antibiothérapie. Donc là, c'était plus dans une perspective de coût aussi. Bon usage, bonne adhérence au traitement et autres. L'évaluation des médicaments pour les fins d'inscription. Donc tous les médicaments qui peuvent se retrouver au niveau de la liste RJ de l'assurance maladie du Québec. Donc pour le remboursement de ces médicaments-là. C'est pas mal ça, les grands champs, là, je te dirais. Fait que là, on fait 4 ans à l'INES. Après ça, on s'en va où? Je retourne en politique. Oui. J'avoue que j'ai adoré l'INES. Les enfants étaient Je le plus dis, vieux. les enfants étaient plus vieux. Puis il y avait une chose, je me souviens que Dr Iglesias m'avait dit, tu vas voir Guillaume, pour te désintoxifier, là, ça va prendre minimalement 6 à 8 mois. Puis moi, ça a pris 12 mois facile, là. Donc, ce que j'aimais, c'est parce que j'avais la chance d'avoir un mandat vraiment qui... au début, comme l'INES venait juste de voir le jour, mon rôle était vraiment de m'assurer de faire en sorte que l'INES soit... pas reconnu, le mot est trop fort, mais puisse interagir avec son écosystème. Donc, en lien avec le réseau de la santé en tant que tel. Pour que vraiment... pour s'assurer que le transfert de connaissances se fasse et donc que les guides d'usage fonctionnent, il faut que tu t'assures de ce transfert de connaissances. Donc, moi, mon rôle était essentiellement de créer des liens avec les différents écosystèmes du réseau de la santé. Donc, que ce soit les établissements, que ce soit l'industrie, que ce soit les groupes patients, etc. Donc, j'avais eu ça, j'avais eu le mandat de la table de concertation, donc l'implication aussi du public au niveau des travaux de l'INES, parce que c'était la loi qui prévoyait que le public allait être impliqué dans les travaux de l'INES. Donc, ça, c'était un de mes mandats aussi. La participation du public en tant que tel dans les différents comités. Donc là, maintenant, tu le retrouves tout ça dans les pratiques. Là. Puis, je trouve que ça, c'est des belles choses là, d'avoir l'Institut qui implique sa population. Belle expérience qui te sert aujourd'hui, assurément. Définitivement. Mais, comme je le disais, malgré tout ce que j'avais fait, toute la dynamique au sein de l'organisation, des collègues très brillants et autres, j'avais toujours le côté, tu sais, cette montée d'adrénaline, là. Tant que tu n'as pas été dans la politique, là, je pense qu'on ferait souvent le parallèle avec la finance, possiblement, mais je ne pense pas qu'il y ait autant d'adrénaline dans notre secteur. Est-ce qu'ils sont venus à toi pour te chercher ou c'est toi qui es allé vers... Non, pour retourner dans la politique? Retourner en politique? Non, c'est moi qui ai manifesté le fait de me dire, si vous avez besoin de quelqu'un, je suis toujours prêt à servir. Donc, il y avait un accord familial. Là. Il y avait, familialement parlant, il y avait puis la condition, moi, c'était je ne voulais pas revenir à la santé. Okay. Je voulais un ministère économique. Donc là, j'ai eu de la chance, c'est qu'un de mes amis était directeur de cabinet de Pierre Arcan. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec M. Arcan après, pendant 2 ans, au ministère de l'économie, de l'énergie et des ressources naturelles. Dans les mêmes... dossiers complètement différents. Oui, mais c'est ça. Là, complètement différents, mais vraiment économiques. Malheureusement, moi, j'étais dans le dossier d'Anticosti et autres qui était très controversé. Je dis malheureusement, mais pas dans le sens péjoratif, parce que j'avais mes convictions, puis ces projets-là, moi, je me disais que ça contribuait au développement économique du Québec. Là. Puis, je te dirais que c'était aussi challengeant, parce que je respecte les collègues qui sont dans des ministères où tu n'es pas dans des dossiers chauds, là, mais moi, c'est ça qui me plaisait, là. Quand j'ai eu le dossier du CHUM-CUSUM, là, tout le monde me regardait en disant « Ah, voyons, c'est un dossier qui est suicidaire, sur le plan politique, il est délicat. » Ça sortait des bas centre-ville, machin. Mais peu importe le ministère, que ce soit santé ou économie, c'était des gros dossiers, c'était trippant, c'était... C'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça qui t'a manqué un peu. C'est ça qui m'a manqué. Et tu sais quoi? Quand on dit il faut jamais revenir 2 fois dans les mêmes traces, j'ai pu le tester. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est ce que tu vis quand tu as tes débuts trentaine et puis que tu te rapproches de la quarantaine, c'est pas la même chose. Tu as fait combien de temps avec ton 2e séjour en politique? 2 ans. OK. 2 ans, 2014-2016. T'es parti de toi-même ou c'est le gouvernement tombé? Moi, je me donne toujours, quand j'arrive dans un nouveau métier, je me donne toujours un objectif court terme, que j'appelle de 1 an. Être capable de se dire, OK, j'ai fait telle réalisation au bout d'1 an.
moyen terme, entre 2 et 5 ans, puis au-delà. Puis là, en l'occurrence, je m'étais dit, tiens, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai contribué aux travaux d'élaboration de la politique énergétique du Québec 2016-2030. Et ça a été vraiment un super mandat. Quand on a dévoilé la politique, j'avais dit, je tire ma révérence parce que je considère que c'était ça mon livrable de moyen terme, de court terme. En politique, c'est moyen terme, je te dirais, parce que 2 ans, c'est pas très long. C'est 4 ans le mandat, donc on était déjà rendu à la moitié. Puis là, j'ai fait savoir que j'étais prêt à de nouveaux horizons. Et c'est là que j'ai été recruté par le cabinet de relations publiques national. OK, donc là on s'en va directement à l'autre côté, là. OK, OK. Donc, c'est quoi ton rôle, là? C'était... Un lobbyiste, c'est quoi? J'aime bien dire que c'est celui qui traduit l'action gouvernementale pour l'acteur économique. Tu sais, ça ne veut pas dire que les gens ne comprennent pas. T'es le trait d'union. T'es le trait d'union. Ouais. T'es un peu comme un diplomate de l'entreprise que tu représentes ou du client que tu représentes. Quand tu es en cabinet de relations gouvernementales, c'est plus tu représentes plusieurs clients, là. C'est pas un client. Donc, à chaque fois, effectivement, c'est de faire en sorte que... D'abord, d'expliquer à ton client la dynamique gouvernementale, comment ça fonctionne, pourquoi... des fois, le nombre de fois où tu le sais, là, quand tu es dans le secteur privé, tu te dis voyons, pourquoi le gouvernement fait ça comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Nous, on ne ferait pas ça dans le secteur privé ou autre. Puis souvent, je dis limite, là, tu n'as pas un échéancier électoral. Oui, effectivement, tu dois rendre des comptes au niveau de tes investisseurs. Ça, je te dirais que la pression est parfois la même, parfois plus élevée encore. Mais tu n'as pas le... Je veux dire, tu vas être noté sur quelque chose qui est mesurable ou autre. Là, quand tu fais ton bilan politique, l'Université Laval, par exemple, fait l'évaluation des promesses tenues des partis politiques. Tu peux avoir tenu toutes tes promesses, tous tes engagements. Tu n'as aucune garantie que tu vas te faire réélire. Donc, quand tu ne comprends pas cette dynamique-là, même si tu chiales après les fonctionnaires ou autres, ça ne changera rien parce que même les fonctionnaires sont dans la même situation, là. Et ils viennent de voir un nouveau ministre qui, 6 mois après, peut avoir été changé 2 fois. Puis malgré tout, il faut que tu recommences à chaque fois à réexpliquer l'état de situation, c'est quoi, où est-ce que le dossier a été rendu ou autre. C'est sûr que tu ne peux pas avancer à la même vitesse qu'un partenaire privé qui n'a pas toutes ces obligations-là de reddition de comptes systématique et puis de changement d'orientation à tous les 6 mois parce que le ministre qui vient d'être élu, là, il veut laisser son empreinte. Quand tu étais du côté politique, l'image des politiciens est souvent un peu assombrie. Il y a souvent... Mais là, du côté lobby, c'est quoi l'image? Encore pire. Mais non, mais c'est ça. Parce que c'est pas toujours nécessairement positif parce que ça donne une image un peu, bon, OK, là, c'est pas du graissage, là, mais par en dessous, on essaye de... Je sais pas. J'aime ta réaction, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est l'idée derrière le mot lobby n'est pas nécessairement toujours... Ah non, il est péjoratif. Bon. Je le dis à ta place parce que je le sais puis je le vis, là. Comment tu gères ça? Il Ouais. est mal compris. Moi, ce que j'aime expliquer, c'est qu'il y a eu effectivement dans les années 80 et avant, les premiers lobbyistes, honnêtement, là, puis... je ne juge pas ces personnes-là, c'était autre temps, autre mœurs. Donc, on ne peut pas juger l'histoire à travers notre prisme d'aujourd'hui, de mon point de vue. Surtout pour quelqu'un qui a étudié en histoire, là, pour moi, c'est quelque chose d'important. Si la personne, à l'époque, c'était juste qui tu connais, c'était essentiellement ça. Puis encore aujourd'hui, moi, je l'entends beaucoup. Là. La plupart du temps, quand j'ai été recruté à quelque part, on me demandait c'est qui ton réseau de contacts. Puis moi, ma réponse aujourd'hui, est complètement différente du lobbyiste d'il y a 30 ou 40 ans qui disait « Ah bah oui, moi je connais un tel, non, c'est ça qui va être important ou autre. » Pour avoir étudié là-dedans, tu dois apprendre le basic du droit, vraiment le basic, là, je n'irai pas dire que je suis avocat ou quoi que ce soit, là, c'est pas le cas. De l'économie, des finances, tu dois étudier évidemment en sciences politiques là, pour comprendre la chose publique. Tu dois étudier concrètement c'est quoi la mise en œuvre d'un agenda politique, comment tu travailles autour du setup de l'agenda politique et autres. Donc, c'est plus du tout la même profession, j'ai envie de dire, que celle qu'on a vue dans la controverse d'enveloppe brune et autres qui existait. Là. Je ne vais pas le nier, là. Ça existait.
Donc, ça s'est complètement professionnalisé. Il y a un encadrement. Là. Il y a un encadrement. Tu as le registre des lobbyistes. Tu dois déclarer tout ce que tu fais au registre des lobbyistes. Donc, c'est plus du tout la même chose. Et puis, tant mieux, parce que ça recrée, de mon point de vue, la confiance vis-à-vis du public. Mais est-ce que c'est la même... Là, je fais juste une petite encartade avec nos voisins du Sud, aux États-Unis. Est-ce que ça fonctionne de la même façon? Je fais juste le lobby des armes à feu. Juste ils emmènent large. Ils sont très, très, très puissants. Est-ce que c'est aussi important ici, le lobbyisme? Je pense que, d'abord, notre culture n'est pas la même. On a beau dire qu'on est nord-américain, on est des Nord-Américains du Canada. On n'est pas des Nord-Américains des États-Unis. Et je pense que ça, c'est important déjà. La dynamique des partis politiques n'est pas la même qu'ici. Le fait que tu aies quand même juste 2 grands partis traditionnels du côté américain, alors que nous, on a même, si on a 2 partis traditionnels que sont le Parti conservateur du Canada ou le Parti libéral du Canada, le NPD n'est pas aussi vieux que ça, bien qu'il ait quand même plusieurs dizaines d'années d'existence, là. Ce qui fait que tu as quand même une diversité de partis politiques. Je pense que le rapport à l'argent n'est pas le même non plus, ici par rapport aux États-Unis, tu le sais, là. Donc tous ces éléments-là font en sorte que la réponse va être non, on ne peut pas faire du lobbying. On ne fait pas du lobbying de la même façon du côté américain. On ne fait pas du lobbying de la même façon du côté européen, pour avoir étudié dans ce domaine-là aussi. Honnêtement, là, on peut considérer que nos institutions sont complexes au Canada, parce qu'on est un État fédéral, que les champs de compétences ne sont pas les mêmes quand tu es au niveau provincial ou au niveau fédéral, que d'une province à l'autre aussi, ces pouvoirs ne sont pas exercés de la même façon non plus. De la dynamique, moi, je le vois dans le cadre de mon travail, mais même quand j'étais en cabinet politique, mais la relation fonctionnaire-conseiller politique n'est pas la même au Québec qu'elle est au Manitoba ou en Alberta. Souvent, c'est des fonctionnaires qui vont même jouer le rôle du politique auprès du ministre. Donc, tu vois, moi, j'ai été déstabilisé quand ça m'est arrivé. Je me dis, je parle pas avec le fonctionnaire, je veux parler avec mon vis-à-vis. Mais non, parle avec le fonctionnaire parce que lui, donc ça, c'est vraiment le genre de choses aussi qui sont intéressantes. Puis, vraiment, le niveau... Franchement, là, je le dis, là, mais au niveau européen, c'est encore une autre coche. Là. 27 États membres. Bruxelles produit énormément de nouvelles directives ou autres. Malgré le fait que tu aies cette complexité-là, il y a beaucoup de changements qui se font régulièrement. Je le vois par rapport à mes collègues en Europe. Fait que tu as aimé l'expérience d'être lobbyiste. J'aime l'expérience, je le fais encore. Je le fais encore. OK. Oui, bien là, c'est ça. Là, c'est là où je vais m'en aller. Tu as travaillé pour National pendant combien de temps? 2 ans aussi. OK. Puis après ça, c'est allé où? Là, j'ai travaillé chez Énergir et ensuite Sandoz. OK. Sandoz Canada. Donc, ton rôle maintenant est encore au même niveau. C'est d'établir le trait d'union entre l'employeur, la compagnie, le milieu dans lequel cette compagnie-là évolue avec les instances gouvernementales, dans l'encadrement et le respect des façons. Fait que tu es encore inscrit sur... Toujours. Le registre des lobbyistes et autres. Oui, tout à fait. En fait, c'est lié en fonction des règles du registre, là, mais oui, tout à fait. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu sais, à chaque fois, tu recommences la même histoire, mais la dynamique est différente. C'est un peu curieux de dire ça, là, mais si je prends, quand tu travailles dans les ventes, tu vas faire ton pitch de vente. Nous, on va préparer ce qu'on appelle plus un argumentaire, mais c'est assez proche. Comme je dis, par contre, la différence fondamentale, c'est que celui qui fait un pitch de vente, c'est parce qu'il a un produit à vendre, alors que nous, on a de l'influence. Et on ne peut pas la vendre. Puis tu vois, une chose, par exemple, ça me fait penser par rapport à ta question sur les États-Unis, quand tu fais des activités de financement, par exemple en Colombie-Britannique, au fédéral, tu dois le déclarer. Tu dois déclarer combien l'entreprise, par exemple, si c'est l'entreprise, a donné pour telle activité de financement ou autre. Donc tu vois, ça prouve que ça pourrait se faire, mais forcément, évidemment, c'est basé sur la confiance des individus et autres. Mais si le commissaire au lobbyisme décide d'enquêter et puis qu'ils savent très bien, parce que tu as forcément quelqu'un qui va parler à un moment donné, en particulier dans notre monde actuel, si tu as fait du financement occulte, là, ça va se savoir. Non? Écoute, j'ai l'impression, Guillaume, qu'on pourrait parler des heures et des heures. C'est fascinant. Puis j'aurais plein de questions encore. Puis
T'as même pas fait la j'ai première. j'ai même pas fait aucune question que j'avais. Non, mais c'est vraiment... C'est l'art du politicien de reprendre le contrôle. Non, mais c'est le fun. C'est le fun. C'est facile pour moi de simplement suivre le fil. Écoute, on pourra éventuellement se replanifier quelque chose. Mais j'ai un petit segment, pour conclure, j'ai un petit segment un peu plus léger des contracts. Là. Je fais un peu avec tout le monde. Mon invité précédent, Jack. Qui belles oreilles? Non. Jack, je demande toujours à mes invités, puis en fait, c'est un peu ça que je vais te demander aussi pour mon prochain invité, sans savoir qui sera mon prochain invité. Je vais te demander de lui poser une question. Je pourrais pas m'empêcher de retirer la politique de l'homme, donc comment est-ce qu'il voit le destin du Québec dans les 15 prochaines années? J'adore. Puis, je sais pas ça va être qui mon prochain invité, mais ça va peut-être teinter mon non, j'adore cette question-là. Mais la question de Jack, lors du dernier podcast, c'est qu'il voulait savoir sur un niveau un peu plus intime la relation que tu as avec Pin, moi. Mon surnom, c'est Pin. À une certaine époque, tu as sans doute écouté, vraisemblablement, tu n'as pas écouté l'épisode encore. Mais en fait, bref, mon surnom, c'est Pin, Peanut. Et Jack aime beaucoup me surnommer Pin. Et donc, c'est ça. Il voulait savoir quelle était ta relation avec Pin, donc avec moi, le genre de relation que tu avais. Donc, il voulait que tu élabores sur notre relation. OK. C'est ça sa question. Moi, je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, tout de suite, ça a comme... Il y a eu de quoi dans le cadre professionnel, on peut se le dire quand même, là, mais ça a été effectivement... j'ai trouvé qu'on avait peut-être la même façon de penser, tu le disais là, puis moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est d'écouter les autres, puis d'en apprendre davantage à chaque fois. Je dirais que c'est tu pourrais être de mon côté. Ben, complètement, parce que oui, je peux parler beaucoup, là, tu le vois, là, mais c'est pas si ça... je vais le faire plus parce que dans le cadre de mon travail, je suis supposé le faire aussi, mais j'aime beaucoup apprendre davantage des autres. C'est ce qui me fait... C'est ce qui fait vraiment que j'adore mon métier, que ce soit quand j'étais dans le secteur politique ou aujourd'hui en tant que lobbyiste. C'est vraiment le côté relationnel. Tu vois, je mangeais avec un ancien collègue, on va dire, là, récemment, et puis c'est vraiment... il est lobbyiste, lui aussi, et puis il disait, c'est ce qui m'anime, moi, c'est la relation humaine. Tu sais, des fois, on est navré parce que le politique que j'ai laissé et le politique que je côtoie aujourd'hui dans le cadre de mon travail, c'est pas la même dynamique. Je suis sûr qu'eux vivent le même trip que j'ai vécu quand j'étais en politique, mais la dynamique avec le public, avec tes parties prenantes ou autres, elle n'est pas la même. Moi, c'était des rencontres en personne. Mm-hmm. Le Covid a bouleversé ces codes sociaux-là. Et maintenant, c'est quasiment tout le temps des rencontres virtuelles. Puis dirais-tu que les réseaux sociaux, là où tout le monde maintenant a un mot à dire, tout le monde a une opinion sur tout, sans filtre et tout ça, est-ce que ça peut changer? Ça élève certainement pas le débat, de mon point de vue. D'une part, mais ça vous rend... est-ce que ça rend, tu penses, le travail au niveau politique plus difficile avec ça? Parce que là, ça doit pas être évident tous les jours. Là. Déjà, on le disait, parce que quand j'ai commencé en 2005, les gens que je côtoyais avaient commencé dans les années 90 avec M. Bourassa et autres. Et ils disaient, tu avais une nouvelle peut-être sur 2-3 jours. Quoi. J'exagère là, mais tu avais une nouvelle au bulletin ou 2 bulletins de nouvelles par jour. Moi, j'ai commencé avec le bulletin de nouvelles en continu. Déjà, rien que ça, c'est ce qui changeait directement ton agenda. Tu avais un truc exclusif ou autre, ta journée a été scrappée. Là. Tu recommençais à zéro et puis tu devais faire une cellule de crise ou autre. Là. Et là, aujourd'hui, c'est multiplié par... c'est exponentiel par rapport à juste la question de la télé. Là. Donc, t'es obligé de gérer pas ton LinkedIn, mais ton Facebook, tu dois gérer ton TikTok, tu dois gérer ton Instagram, tu dois gérer... Tous ces médias-là sont sous la loupe, puis ils veulent voir la déclaration, ils veulent voir le... Donc, tu sais, oui, ça change. Ça reste que l'agenda politique, de mon point de vue, en tout cas, ce que j'observe, c'est que j'ai pas vu un seul agenda politique provenir des médias sociaux. Tiens, ça pourrait être quelque chose aussi d'intéressant dans ton émission. Mais j'ai pas vu un agenda politique, alors que
c'est encore les médias traditionnels qui influencent éventuellement les médias sociaux, mais qui vont influencer, je dis ça, qui vont influencer, ils vont traiter la nouvelle. Les médias vont se défendre de ça, là, mais ils vont traiter la nouvelle. Et effectivement, on charge après aux politiques de décider si... Écoute, c'est sûr qu'on va refaire, si tu acceptes mon invitation. Ma conjointe accepte. Ta fille. On va... Oh, ma fille, maintenant, c'est autre Non, chose. mais on va reprendre ça. J'aimerais vraiment ça. Puis il y aura peut-être d'autres volets parce que je ne sais pas jusqu'où tu peux aller dans les anecdotes. Il y a peut-être des anecdotes sans nommer de nom, mais tu sais que ça peut être intéressant parce qu'on est tous voyeurs un peu. Oh, oui, non. On est tous, alors, je le dis tout de suite. Là. Il y a forcément une partie de mémérage en politique, là, Ouais. de rumeurs, etc. Puis j'avoue que j'ai toujours eu des oreilles qui traînaient malgré tout parce que il faut que tu saches certaines rumeurs ou Ouais. autres, mais j'étais pas celui qui colportait. C'était Mais- pas ça qui m'intéressait. Mais dans la peut-être qu'on politique, là. pourra faire ce qu'on pourrait inviter deux de tes potes que je connais. Oui, Qu'on Oui. pourrait se faire un petit À trois, non? à 3, là, à 4 avec moi, puis se faire une petite table, là, puis Avec dans la plaisir. légèreté la plus avec totale, plaisir. juste Avec pour plaisir. avoir C'est du sûr, plaisir. c'est sûr. Mais non, sincèrement, écoute, je vais conclure avec une dernière question. Simplement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entretien d'aujourd'hui, mon cher ami Guillaume? Merci pour ta question. Que dans le secteur politique, c'est ce que j'aime à dire, c'est que ce que tu retrouves dans n'importe quel secteur, tu le retrouves en politique, mais de façon exacerbée. Donc, si tu as des travers dans le milieu privé, bah, tu vas le retrouver en politique de la même façon. C'est une société, c'est une Mhm. micro-société, le milieu politique. Donc, des dynamiques de pouvoir, t'en as. Ce serait, tu sais, je veux dire, ça, c'est du sens commun, tout le monde peut le voir ou autre. Par contre, la réalité des hommes et leur visage dans la sphère du privé, elle est souvent, si ce n'est pas systématiquement, différente. Donc, l'homme politique que tu vois à la place publique et puis l'homme politique que tu côtoies dans la sphère du privé, elle est souvent pas la même. Ouais. Ça ne veut pas dire que la personne manque d'authenticité Non, ou non. cherche. C'est Il y juste a un que humain derrière le il y a politicien. un humain là. derrière le politique. Et si il se protège pas souvent, là. Mais oui, effectivement, moi, j'ai vu des politiciens où je me disais, bon, ok, moi, ça me rejoint pas parce que la personne est arrivée là pour le pouvoir, mais pas pour l'exercice du pouvoir. Moi, Mhm. ça, j'en ai pas parlé, mais moi, ce que je te disais, le sens de l'intérêt général, pourquoi tu te fais élire, pourquoi, ça, c'est fondamental. Parce que tu veux changer les choses. Mhm. Je veux dire, il n'y a personne, M. Charel disait, il n'y a personne le matin qui va se lever en se disant, hey, comment je vais scraper le pays aujourd'hui, là? Il n'y a pas un politicien qui va faire ça. Non. Il y a des politiciens, par contre, qui vont avoir leur agenda personnel. On en a vu, on a des exemples Ah ouais. ou autres, je les citerai Ah pas, je ne veux pas créer de controverse Ça avec ton serait émission. un épisode, Mais clairement, ouais. qui disent, regarde, moi, je suis là pour me servir. Puis, c'est pas ce qui me rejoint. C'est pas ce qui est. Écoute- Mais t'en as qui vont suivre dans la foulée. Donc, ce que je veux, c'est que les gens retiennent que c'est pas aussi simple Ouais. et c'est pas aussi caricatural la situation. Écoute, sur ces belles paroles-là, écoute, j'ai adoré. Ça a passé. Écoute, ça a passé vite. Je regarde le temps, là, puis c'est incroyable. Puis, il faut rendre le studio. Ouais, mais ce qui est le fun, c'est que il y a tellement encore plein de choses qu'on pourrait explorer. Puis je vais regarder mes questions pour la prochaine fois, ça c'est sûr et Ok. certain. Pour mon petit challenge du fameux mot à placer, peux-tu me donner un mot pour mon prochain Je vais invité? rester dans le politique. OK. Anticonstitutionnellement. Ah, tabarouette. J'ai vraiment l'impression que là, il y a une tendance. C'est une tendance méchante. Écoute, juste de placer le mot, Dans mais le d'être contexte capable de la le dernière dire. question aussi, là. Ben oui, c'est ça. Hey, là, ça va être tout qu'un défi. À moins que je te réinvite. La prochaine émission, ça pourrait être toi. J'aurais de la facilité. Non, sincèrement, Guillaume, je te remercie infiniment pour ta générosité. Ça a été super le fun. J'ai vraiment hâte de voir les commentaires des gens. J'espère vraiment. Écoute, c'est pas avec une émission que tu peux changer l'opinion des gens, c'est pas ça, mais susciter l'intérêt. Ouais. Me dire que s'il y a des personnes qui croient encore en la chose publique, ben, puissent revenir. Ouais. Puis, j'ai envie de dire tu sais, que les gens nous contactent, là, si jamais. Mais c'est vrai qu'à quelque part, moi, je trouve que ça reste encore la seule façon d'amener la société à évoluer dans la bonne direction. Là. Puis, je suis content parce qu'en ce moment, quand tu lis la génération Z ou autre, la génération de mes enfants et autres, ils reviennent investir l'espace public, ils reviennent investir la décision politique. Là, on le voit dans des pays au sud.
les choses changent. Mais c'est important. Puis ça, c'est fondamental. Tout récemment, il y a quelques temps, on a eu des élections municipales. Puis moi, je me fais un devoir d'aller voter à tous les niveaux politiques. Bon, peut-être pas au scolaire. Ça, non, peut-être pas au scolaire. Mais mes garçons, mes deux garçons, écoute, je les ai amenés voter au municipal. Puis, en fait, c'est pas, je les ai amenés. Ils voulaient. Ils sont allés, ben écoute, on veut vivre. Fait que pour moi, il y a quelque chose de réconfortant un peu de voir qu'il y a quand même encore cette. Dans un contexte qui n'est pas toujours facile, là, entendons-nous, mais c'est le fun de voir qu'il y a encore des gens qui s'intéressent de près ou de loin. Mais tu sais, je me dis aussi, si c'est sûr que moi, je pars du principe, si on prend mathématiquement, là, tu auras toujours un 10%, admettons 20% de la population qui se désintéressera. C'est les mêmes, tu sais, dans tes organisations ou autres, c'est les mêmes gens qui vont vouloir toujours s'investir ou qui vont, pas nécessairement dans l'organisation, mais qui vont s'impliquer dans la société, qui vont s'impliquer dans le communautaire ou autre. Impliquez-vous. Je veux dire, on est acteur de notre changement, là, puis on a la chance de pouvoir s'impliquer dans différentes choses. Pour moi, c'est aussi noble de s'impliquer dans le communautaire, dans l'associatif, sportif ou autre, que dans la politique. Ça, c'est, pour moi, là, c'est... on a la chance d'être d'avoir cette liberté-là. Écoute, là, c'est vrai, là, on va conclure. Je vais te remercier parce que dans mes invités, j'ai des passionnés j'ai des gens qui ont des expériences atypiques. Toi, tu as les deux. Tu es passionné, puis tu as une expérience atypique. Je peux te parler des arts martiaux aussi. Ben écoute, ça fera l'objet d'autres. Je pense qu'on va se voir souvent dans mes podcasts. J'espère que tu as du temps. Merci pour m'avoir invité. Merci, mon cher ami. Merci d'avoir développé ce concept-là. C'est super. Ben, tant mieux. Puis en tout cas, je t'invite à suivre bon succès ainsi que aux tout le questions monde. de François. Oui, les pourquoi de François. Longue vie au pourquoi de François. Merci pour ta générosité et on se revoit très bientôt. Ce qu'on fait, Coupé! Merci encore.